Chapitre 8. L'équilibre du gouffre. Charcot se retrouve confronté aux conséquences de ses actes après avoir commis un meurtre. 1 heure après le drame, il charge dans le coffre de sa voiture un sac poubelle contenant des objets compromettants, un scalpel, une bâche souillée, un portable brisé, un pistolet P30, ainsi que les vêtements de Ramirez, dans lesquels il a enroulé un chat qu'il a dû achever pour abréger ses souffrances. Il a soigneusement nettoyé l'animal de ses sangsues, utilisé pour sa mise en scène macabre. Le ciel lourd de nuages et l'air électrique ajoutent une atmosphère tendue à son escapade. En avançant prudemment le long d'une route déserte, Charcot observe son environnement, marqué par l'isolement de la maison de Ramirez. Il récupère les clés de l'Audi et, soucieux de ne pas laisser de traces, il prend la décision de glisser les clés dans sa poche plutôt que de les abandonner sur le contact. Après avoir laissé la porte d'entrée entrouverte, il démarre son véhicule, cachant les traces de sang sur ses vêtements sous un imperméable. Charcot choisit des routes secondaires pour éviter d'attirer l'attention et se dirige vers la forêt de Verrières, où il se débarrasse du contenu du sac poubelle en mettant le tout à feu. Alors que les flammes s'élèvent, il se remémore des souvenirs de ses jumeaux jouant à la plage, réalisant que sa vie ne sera plus jamais la même. L'incinération du chat n'est pas complète, ce qui le pousse à enfouir les restes sous des feuilles. Il jette ensuite les clés et le scalpel dans un égout, se sentant accablé par l'angoisse de ce qu'il a fait. Charcot appelle Lucie pour l'informer de son retour, mais il est conscient du poids émotionnel que portent ses mains tremblantes, symbolisant l'angoisse de l'avenir incertain qui attend leur famille. Épuisé, Charcot continue à pied le long de la Seine, où il ressent une profonde connexion avec le fleuve, le comparant au Styx, le passage vers l'enfer. Se débarrassant de son arme, il égrène les balles restantes, questionnant sa propre lucidité et se demandant s'il a omis quelque chose. De retour chez lui, il met le feu à ses vêtements tachés et observe avec une mélancolie croissante la combustion de ses possessions, dont un costume cher à son cœur, un cadeau de sa première femme, Suzanne. Ce moment de destruction symbolise la fin d'un chapitre de sa vie, un sombre présage de ce qui est à venir. Lucie lui remet le dossier d'Anatole, et Charcot, déchiré par la culpabilité, jette les feuilles dans le feu, abandonnant Laetitia à son sort. Sa rancœur et son dégoût grandissent alors qu'il considère la balle de l'arme de Lucie. Dans un acte de rage désespéré, il la réduit en miettes, avant de se retourner pour découvrir Lucie, pétrifiée, fixant l'horreur de son acte. Ce chapitre se termine sur une note de tension et d'incertitude, laissant présager un avenir sombre pour Charcot et Lucie. Chapitre 9. Sur le fil du rasoir. Franck Charcot se retrouve dans une situation de tension et de malaise au sein du 36, quai des Orfèvres, le lendemain matin de l'arrestation de Dulac. Assis derrière son ordinateur, il se sent paralysé, incapable de participer aux interactions habituelles avec ses collègues. La culpabilité le ronge, surtout en raison de la douille lugée qu'il cache dans sa poche, un élément compromettant qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour lui et Lucie. La peur et l'angoisse s'emparent de lui, tout comme elles affectent Lucie, qui, prostrée sur sa chaise, est hantée par des visions cauchemardesques de la prison, qu'elle redoute plus que tout. Franck tente de rassurer Lucie, lui promettant qu'ils surmonteront cette épreuve, qu'ils verront grandir leurs enfants et qu'ils finiront par oublier cette sombre histoire. Cependant, au fond de lui, il doute, conscient que la situation est loin d'être sous contrôle. Après le déjeuner, il se lève pour apporter des cafés à ses collègues, mais le malaise persiste. Jacques Levallois, un membre de l'équipe, est visiblement mal à l'aise, ce qui attire l'attention de Lucie et de Franck. Levallois finit par quitter le bureau, se plaignant de douleurs abdominales, laissant Franck anxieux et incapable de se concentrer sur son travail. Les heures passent, et Franck est de plus en plus préoccupé par la possibilité que l'affaire ne soit pas gérée correctement. Il craint que l'alerte donnée par les riverains concernant l'Audi ne remonte pas jusqu'à la criminelle, ce qui pourrait compromettre leur enquête. Sa paranoïa le pousse à envisager de se rendre sur les lieux pour vérifier la situation, mais il se rend compte qu'il ne fait que se rapprocher de l'obsession du criminel qui retourne sur les lieux de son délit. L'atmosphère au bureau est tendue après le départ de Levallois, les membres de l'équipe ayant besoin de décompresser après la tension de l'interpellation de Dulac. Franck échange un regard avec Lucie, l'incitant à partir chercher leurs jumeaux à la garderie, mais elle hésite, anxieuse de ne pas savoir ce qui se passe. Finalement, elle quitte le bureau avec un simple « à demain », tandis que le lieutenant Robillard part également pour une séance de musculation. Restés seuls, Franck et le capitaine Bélanger échangent quelques mots sur le stress des enfants et la difficulté de la vie de policier. Bélanger, qui semble cacher des tremblements, attire l'attention de Franck, qui se rappelle du passé difficile de son collègue, marqué par la perte de sa compagne. Dans un moment de réflexion, Charcot regrette la dynamique de l'équipe qui s'est considérablement dégradée. Il se rend compte que les autres membres, comme Robillard et Lucie, traversent également des périodes difficiles,
et ils redoutent que leur équipe ne devienne un repère de policiers désillusionnés. La tension monte lorsque le capitaine Grégory Magnien entre dans le bureau, fumant une cigarette et affichant une attitude désinvolte. Il interroge Franck sur sa séance de tir matinale, ce qui pousse Charcot à se rappeler de ses propres actes répréhensibles. Magnien annonce qu'ils ont un corps à examiner à Longjumeau, une affaire qui nécessite leur attention immédiate. Charcot, bien qu'inquiet, décide de prendre en charge la procédure, se préparant à affronter une nouvelle crise. Ce chapitre met en lumière la lutte intérieure de Franck et Lucie, leur peur face aux conséquences de leurs actes, et le poids de leurs responsabilités dans un contexte professionnel et personnel de plus en plus lourd. Chapitre 10. La descente aux enfers. Les événements se déroulent dans un cadre judiciaire intense, alors que Charcot et son équipe s'affairent autour d'une scène de crime troublante. Dès le début, l'atmosphère est pesante, avec des membres du personnel judiciaire, techniciens, policiers, substituts et juges d'instruction qui s'activent autour d'eux. Charcot, d'ordinaire indifférent à cette effervescence, se montre particulièrement vigilant, observant les visages et écoutant les discussions, conscient que chacun d'eux contribue à la recherche de l'auteur du crime. L'équipe, dirigée par Magnien, reçoit un rapport du capitaine de police Jean-Luc Semet, qui leur explique qu'un véhicule gênant a été signalé par des automobilistes. Les policiers, en arrivant sur les lieux, ont découvert des sangsues remontant de la cave, ce qui les a incités à entrer dans la maison. C'est à l'intérieur qu'ils ont découvert le corps de la victime, Julien Ramirez, un homme de 31 ans au casier judiciaire chargé. Charcot et ses collègues prennent conscience de la gravité de la situation, car la scène de crime est décrite comme chaotique et dégoûtante. Olivier Fortran, le chef de l'Institut de criminalistique, souligne la nécessité d'une équipe supplémentaire pour gérer la scène, notamment la chambre où se sont produits des événements troublants. Charcot, en tant que procédurier, est appelé à prendre en charge la rédaction du procès-verbal de constatation. Avant d'entrer dans la maison, Nicolas, un autre membre de l'équipe, exprime son désir de jeter un œil à l'intérieur, et Fortran lui remet une paire de gants en l'avertissant de faire attention aux sangsues. Une fois à l'intérieur, Charcot s'arme de ses feuillets pour recueillir toutes les informations nécessaires. Au fur et à mesure qu'il explore la maison, il découvre des éléments troublants, des DVD de contenu sadomasochiste, des traces de sang, des menottes ensanglantées dans la chambre, ainsi qu'une ambiance générale de désordre et de souffrance. Les interrogations affluent. Ramirez était-il engagé dans des activités sexuelles au moment de son meurtre? Qui était la femme impliquée et où pouvait-elle être? Nicolas, quant à lui, est submergé par ses propres souvenirs douloureux de la perte de sa compagne, Camille, qu'il a perdue tragiquement. Les flashbacks de son corps meurtri l'assaillent alors qu'il se prépare à affronter ce qui l'attend dans la cave. Finalement, lorsqu'il descend dans cette cave sombre et claustrophobe, il découvre un cadavre en position assise, nu et attaché, un choc qui le fait vaciller. La scène évoque des souvenirs terrifiants de sa propre tragédie, l'amenant à se rappeler Camille, ce qui intensifie son désespoir. Ce chapitre se termine sur une note sombre, avec Nicolas confronté à la réalité brutale du crime et à ses démons personnels, plongeant le lecteur dans une atmosphère de tension psychologique et de drame émotionnel. Chapitre 11. La femme invisible. Nicolas se réveille dans une voiture de police, se remettant d'un évanouissement sur une scène de crime. Charcot, son collègue, lui apporte un sandwich et de l'eau, tentant de le réconforter après une période intense de travail liée à l'affaire du lac. Ils discutent des événements récents, dont l'autopsie du corps de la victime, Julien Ramirez, prévue pour le lendemain. Charcot informe Nicolas que Magnien souhaite qu'il collabore avec Lucie sur ce dossier, mais Nicolas refuse, préférant rester sur place. En examinant la scène, il réalise qu'une femme était présente dans la maison au moment du meurtre. La fenêtre ouverte de la chambre et une chaussure retrouvée sur le toit de la véranda laissent penser qu'elle a réussi à fuir. Charcot et Nicolas s'inquiètent de son sort, notamment en raison des fluides corporels et des traces de violence trouvées sur les draps. Leur priorité devient de retrouver cette femme, qui pourrait détenir des informations cruciales. Alors que Charcot s'efforce de gérer la scène de crime, des découvertes troublantes émergent. Une technicienne annonce qu'elle a trouvé une douille de balle dans la cave, qui pourrait être liée au meurtre. Charcot s'assure de bien documenter cette preuve sans mentionner de marque trop spécifique pour éviter des complications futures. Les doutes de Nicolas sur la position de la douille par rapport au corps soulèvent des questions sur la dynamique du crime, notamment sur l'éventualité que la victime ait été attaquée alors qu'une autre personne était présente. Plus tard, il découvre des traces de sang qui se répandent à travers la maison, marquant un chemin sinueux qui soulève des interrogations sur ce qui s'est réellement passé. Malgré leurs efforts pour reconstituer les événements, le mystère persiste, notamment en ce qui concerne l'absence de traces dans une pièce aux murs décorés de dessins, qui semble étrangement épargnée. La situation devient encore plus inquiétante lorsque Charcot et Nicolas découvrent des sacs de chaux vives,
un produit souvent utilisé par des criminels pour dissimuler des corps. Cela les amène à se demander s'il y a d'autres victimes cachées dans le jardin. La tension augmente alors qu'ils se préparent à effectuer une recherche plus approfondie. À la fin de la nuit, alors que les techniciens terminent leur travail, Charcot verrouille la maison et pose des scellés. Il porte un regard inquiet vers l'étage, se demandant si des témoins ont vu ou entendu quelque chose cette nuit-là. Le chapitre se termine sur une note de tension, avec la conscience que la présence d'une femme qui pourrait détenir des informations essentielles sur l'affaire pourrait mettre en péril toute l'enquête et leur propre sécurité. Chapitre 12. Culpabilité et mensonge. Lucie se retrouve sur le canapé du salon, tenant un sac à scellés contenant la douille Spire extraite de son arme. Elle s'adresse à Charcot, qui est assis en face d'elle, en train d'ajouter la marque Luger dans son procès-verbal de constatation. Ce rapport, considéré comme la pierre fondatrice de leur enquête, sera validé avec sa signature et son tampon unique. Charcot évoque la manière dont ils ont géré la situation, précisant que la douille Luger et la balle du pistolet appartenant à Ramirez ont été remises à un balisticien. Ce dernier confirmera que ces éléments proviennent de la même arme que personne ne retrouvera, car le pistolet repose au fond de la scène. Cela signifie que l'assassin a utilisé un 9 mm, sans possibilité de déterminer le modèle exact. Lucie, nerveuse, s'inquiète de la situation. Charcot la rassure en soulignant que toutes les preuves sont verrouillées. En effet, chez Ramirez, les techniciens ont relevé des empreintes digitales qui ne peuvent pas leur appartenir, car ils portaient des gants. Il n'y aura donc pas de recherche d'ADN étranger, ce qui les met à l'abri de toute implication. Lucie déchire le sac plastique et examine la douille, ressentant encore la pression de l'angoisse. Elle mentionne les découvertes étranges faites chez Ramirez, des sacs de chaux vives et des traces de sang dispersées de façon contrôlée dans toute la maison. Lucie a la conviction qu'ils vont trouver des éléments révélateurs en fouillant le jardin de la victime. Elle évoque avec horreur la fureur de Ramirez lorsqu'il tentait de l'étouffer, et elle se blottit contre Charcot, se remémorant l'angoisse qu'elle a ressentie. Charcot, fatigué, lui assure qu'il a agi pour protéger leur famille. Il lui parle des lourds secrets qu'il porte et de la culpabilité qui pourrait les ronger. Lucie acquiesce, consciente de la complexité de la situation. Elle apprend alors que Ramirez n'était probablement pas seul dans la maison. Une fille, menottée au lit, a réussi à s'échapper, laissant derrière elle des effets personnels. L'inquiétude de Lucie grandit, car cette femme pourrait détenir des informations précieuses. Charcot encourage Lucie à affronter l'autopsie avec Nicolas, lui conseillant de garder une attitude professionnelle et distante face à la mort. Il lui rappelle que cela fait partie de leur travail et qu'il est crucial de ne pas céder à l'émotion. La conversation dérive ensuite sur Nicolas, dont l'état de santé semble préoccupant. Charcot suspecte qu'il consomme des drogues pour faire face à son manque de sommeil. Lucie propose de l'accompagner chez sa tante, mais Charcot insiste sur le fait qu'il vaut mieux agir séparément pour le moment. Il formule un plan pour gérer la situation avec la tante de Lucie, afin de garantir son silence sur les événements récents. Alors que Charcot s'éloigne, Lucie reste pensive. Elle se souvient de ses paroles sur les squelettes dans le placard, et se demande ce qu'il a voulu dire. Elle se dirige vers la chambre de ses enfants, observant leur innocence et se demandant qui les protégerait si elle ou Charcot venait à disparaître. Cherchant à se purifier de ses pensées sombres, Lucie prend une douche. Dans la vapeur, des souvenirs de Ramirez et de la violence qu'elle a vécue ressurgissent, la poussant à quitter la douche, étreinte par une sensation d'étouffement. Devant le miroir, elle s'interroge sur la nature des regards et des secrets, réfléchissant à la manière dont le corps peut trahir un assassin. Finalement, Lucie se prépare, mettant son holster en place. Elle se rappelle les conseils de Charcot sur l'importance de la minutie dans leur travail et la nécessité de dissimuler les détails susceptibles de les incriminer. Alors qu'elle se prépare à affronter la suite des événements, elle garde confiance en elle. Elle est résolue à ne pas se laisser piéger, convaincue qu'ils ne seront jamais coincés. Ce chapitre illustre la tension croissante entre les personnages, leurs secrets, et la menace omniprésente d'une vérité qui pourrait les rattraper.